Levez les yeux. Regardez dans l'obscurité qui berce notre monde. Depuis que nous sommes humains, c'est là notre instinct le plus tenace. Contempler la nuit et s'interroger. Que sont ces points de lumière? À quelle distance se trouvent-ils? Et que se cache-t-il dans le vide immense, silencieux et noir qui les sépare? Ce questionnement est la genèse de toute mythologie, de toute philosophie et de toute science. C'est le besoin humain primordial de comprendre notre place dans le grand et silencieux théâtre cosmique. Pendant des milliers d'années, cette obscurité entre les étoiles N était que cela, un vide, une toile de fond, une scène vide sur laquelle les constellations familières jouaient leur drame nocturne. Nous n'y voyions rien, et nous avons donc supposé qu'il n'y avait rien. Notre vision, limitée par la biologie de nos yeux, définissait les frontières de notre univers connu. Mais l'histoire de notre espèce est l'histoire du dépassement de nos limites. Nous avons construit des outils. Nous avons construit des extensions de nos sens. Nous avons construit des télescopes. Avec chaque nouvelle lentille, chaque nouveau miroir, l'univers est devenu plus grand, plus complexe et plus magnifique. Les premiers aperçus de Galilée des lunes de Jupiter et des phases de Vénus ont brisé l'ancien ordre céleste. Le dénombrement d étoiles par Herschel a révélé la structure aplatie, en forme de disque, de notre propre Voie lactée. Et dans les années 1920, Edwin Hubble, utilisant le télescope de 100 pouces du mont Wilson, a fait la découverte la plus profonde de l'histoire de la science. Les points de lumière que nous appelions nébuleuses spirales N n'étaient pas des nuages au sein de notre propre galaxie. Étaient des galaxies entières à part entière, des univers-îles, séparés de nous par des millions d'années-lumière de ce même vide intergalactique, silencieux. L'obscurité, avons-nous appris, N n'était pas le vide, C était la distance, C était un gouffre d'une échelle inimaginable. Et avec cette prise de conscience, la taille de notre univers connu a explosé. Mais la question fondamentale demeurait. Que se cache-t-il dans cette obscurité? Si nous pouvions fixer, d'un œil impassible, une seule, minuscule, parcelle de cette nuit intergalactique apparemment vide, assez longtemps, que verrions-nous? Verrions-nous la véritable texture du cosmos? C'est l'impulsion derrière le concept de champ profond. C'est l'expression ultime de notre besoin de regarder plus loin. C'est un acte de foi profonde, la foi que l'obscurité n'est pas vide, mais pleine. Pleine de secrets, pleine d'histoire, pleine de lumière, qui a voyagé si longtemps qu'elle est devenue son propre fantôme. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage dans le portrait le plus profond et le plus détaillé de cette obscurité jamais capturée. Une image prise par un nouvel œil sur le cosmos, le télescope spatial James Webb. Une image si puissante, si profonde, qu'elle fait plus que nous montrer ce qui s'y trouve. Elle déforme notre perception même de la réalité. Elle défie notre compréhension de la lumière, de la gravité, de l'espace et du temps lui-même. Nous allons passer les 3 prochaines heures à l'intérieur de cette unique photographie, une zone du ciel pas plus grande qu'un grain de sable tenu à bout de bras. Et à la fin vous comprendrez que l'obscurité n'est pas sombre du tout. Elle est embrasée par la lumière de la création. L'idée de l'observation en champ profond était un pari énorme. En 1995, le directeur de l'Institut scientifique du télescope spatial, Robert Williams, a décidé de consacrer une part importante de son temps discrétionnaire sur le télescope spatial Hubble à un projet révolutionnaire. Il pointerait Hubble vers un unique point du ciel, anodin, apparemment vide, près de la poignée de la Grande Ourse. Il a choisi un endroit délibérément dépourvu d'étoiles brillantes ou de galaxies connues. Et il laisserait simplement le télescope regarder, collectant des photons, pendant 10 jours consécutifs. Beaucoup dans la communauté astronomique pensaient que C était un gaspillage colossal d'une ressource précieuse. Ils soutenaient que le télescope ne verrait rien, que la longue exposition serait une image blanche. Mais Williams et son équipe ont tenu bon. Pendant plus de 100 heures, l'œil électronique de Hubble est resté ouvert, ses instruments recueillant patiemment les plus faibles et les plus anciens murmures de lumière. Les données ont été collectées, transmises à la Terre et traitées avec soin. Lorsque l'image finale a été assemblée, elle a fait taire toutes les critiques. Ce fut une révélation. Une peinture cosmique de Pollock. L'image N,
était pas vide. Elle était remplie, d'un coin à l'autre, de plus de 3000 points de lumière. Et presque chacun d'eux était une galaxie. Des galaxies de toutes formes, tailles et couleurs. Certaines étaient de belles spirales familières. D'autres étaient des elliptiques massives et rougeâtres. Et beaucoup étaient de petites taches bleues, faibles et irrégulières. Ces étaient les galaxies les plus lointaines et donc les plus anciennes jamais vues à elle, époque. C était le champ profond de Hubble. C était un carottage de l'univers. C était un voyage dans le temps, S étendant sur plus de 12 milliards d'années. Il a changé fondamentalement notre perception du cosmos. Il a prouvé, au-delà de tout doute, que l'univers est uniformément rempli de galaxies, dans toutes les directions où nous regardons. Ce principe, le principe cosmologique, N, était plus une théorie. C était un fait observable. Hubble répéterait cet exploit plusieurs fois, créant le champ ultra-profond de Hubble et le champ extrême profond, chacun repoussant les frontières encore plus loin. Chaque image était une carte postale d'une époque cosmique différente. Nous pouvions voir les galaxies telles qu'elles étaient lorsque l'univers était dans son adolescence, son enfance. Nous pouvions observer les galaxies fusionner et évoluer. Ces images sont devenues le fondement de la cosmologie moderne, fournissant la preuve visuelle cruciale pour nos modèles sur la façon dont l'univers a grandi et changé au fil du temps. Mais Hubble, malgré toute sa puissance, avait une limite fondamentale. Était un télescope qui voyait principalement en lumière visible et ultraviolette. Et comme nous le savons maintenant, la toute première lumière de l'univers, la lumière des toutes premières étoiles et galaxies à être formées, a voyagé si longtemps, plus de 13 milliards d'années, que l'expansion de l'univers a étiré sa longueur d'onde. Étirée si loin qu'elle n'est plus de la lumière visible. Elle a été décalée vers le rouge dans le spectre infrarouge. Les champs profonds de Hubble, C, étaient comme essayer de lire le premier chapitre d'un livre dans une langue que l'on ne comprend que partiellement. Il pouvait voir la forme de l'histoire, mais les détails les plus anciens et les plus cruciaux manquaient, perdus dans une brume infrarouge qu'il ne pouvait pénétrer. Pour voir ce premier chapitre, pour être témoin de l'aube cosmique, l'humanité avait besoin d'un nouveau type d'œil. Un œil qui pouvait voir la lueur de chaleur invisible de la naissance de l'univers. C était la promesse du télescope spatial James Webb. Le télescope spatial James Webb, ou JWST, n'est pas le remplaçant de Hubble. C'est son successeur. Il a été conçu et construit pour répondre aux questions soulevées par les découvertes de Hubble. Sa mission, dès le début, était de repousser les limites de Hubble et de voir la première lumière. Pour y parvenir, il a été conçu de A à Z pour être un observatoire infrarouge. Ekikosish. Cette concentration unique sur l'infrarouge a dicté chaque aspect de sa conception incroyable. Son miroir, un nid d'abeilles dorées géant de 6-5 mètres de diamètre, est recouvert d'or spécifiquement parce que l'or est l'un des matériaux les plus réfléchissants pour la lumière infrarouge. Son emplacement, à 1,5 million de kilomètres de la Terre au deuxième point de Lagrange, est choisi pour le garder froid, à l'abri de la chaleur aveuglante en infrarouge du Soleil, de la Terre et de la Lune. Son pare-soleil à 5 couches, de la taille d'un court de tennis, est une merveille d'ingénierie conçue pour refroidir ses optiques à seulement quelques dizaines de degrés au-dessus du zéro absolu. Pourquoi cette obsession du froid? Parce que la lumière infrarouge est de la chaleur. Si le télescope lui-même était chaud, ce serait comme essayer de photographier une bougie au milieu d'un incendie de forêt. La propre lueur du télescope submergerait complètement le faible signal ancien qu'il a été conçu pour capturer. Webb doit être l'un des endroits les plus froids de l'univers connu pour fonctionner. Ces instruments, de même, sont des chefs d'œuvre de la technologie infrarouge. La caméra proche infrarouge, NIRCam, est son imageur principal, conçu pour prendre les images à couper le souffle qui captivent l'imagination du public. Mais Webb est plus qu'une simple caméra. Le spectrographe proche infrarouge, NIRSpec, est son moteur scientifique. Un spectrographe fait quelque chose de miraculeux. Il prend la lumière d'un seul objet et la décompose en un arc-en-ciel, un spectre. Ce spectre est un trésor d'informations. À l'intérieur sont encodées des empreintes chimiques, des raies d'absorption et des émissions qui disent aux astronomes de quoi un objet est fait.
Mais plus important encore, ce spectre permet une mesure précise du décalage vers le rouge de l'objet. En voyant à quel point les empreintes chimiques ont été décalées vers l'extrémité rouge du spectre, les scientifiques peuvent calculer, avec une précision incroyable, à quelle distance se trouve un objet, et donc, à quel point dans le passé nous le voyons. NIRSpec peut faire cela pour des centaines d'objets à la fois, une capacité révolutionnaire. La promesse de Webb était donc claire. Il prendrait un nouveau type de champ profond. Un champ profond infrarouge. Il serait plus profond, plus net, et verrait plus loin dans le temps que n'importe quelle image de l'histoire. Il ne ferait pas qu'entrevoir ère des premières galaxies. Il les résoudrait. Il ne se contenterait pas de les détecter. Il analyserait leur composition chimique. Il testerait les prédictions de nos modèles cosmologiques au niveau le plus fondamental. Le jour de Noël 2021, après des décennies de développement, le télescope a été lancé. Il a voyagé jusqu'à son orbite lointaine et a subi une séquence de déploiement d'une complexité terrifiante, un déploiement mécanique de miroirs et de pare-soleil, le tout se déroulant de manière autonome, à des millions de kilomètres de toute aide. Cela a fonctionné. Tout a fonctionné parfaitement. Après des mois de calibration et de tests, l'œil d'or était enfin prêt à s'ouvrir. Et le monde attendait de voir ce qu'il nous montrerait. La première image à être diffusée au public se devait d'être une déclaration. Elle devait mettre en valeur toute la puissance du télescope en un seul cliché. La cible choisie, n'était pas une parcelle de ciel vide prise au hasard, comme l'avait été celle de Hubble. Au lieu de cela, l'équipe a pointé Webb vers quelque chose de spécifique, un objet colossal dans la constellation australe du Volant. Un objet connu sous la désignation SMACSJ 0723, 3-7327. Nous l'appellerons simplement SMACS 0723. Qu'est-ce que c'est? SMACS 0723 est un amas de galaxies. Mais ce simple nom dément sa vraie nature. Ce n'est pas seulement un regroupement de galaxies, c'est l'un des objets uniques liés par la gravitation les plus massives de tout l'univers. C'est une mégalopole cosmique. Des centaines, peut-être des milliers, de galaxies orbitent tout autour d'un centre de gravité commun, liés ensemble depuis des milliards d'années. L'espace entre ces galaxies n'est pas vide. Il est rempli d'un gaz surchauffé émettant des rayons X, appelé le milieu intra-amas, qui contient lui-même plus de masse que toutes les étoiles des galaxies réunies. Mais même cela n'est pas toute l'histoire. La grande majorité de la masse de SMACS 0723, près de 85%, est complètement invisible. C'est un halo titanesque de matière noire. Cette substance mystérieuse et invisible fournit, échafaudage gravitationnel qui maintient toute la structure ensemble. Les galaxies que nous voyons ne sont que les joyaux brillants enchâssés dans cette couronne invisible. L'amas lui-même est un magnifique objet d'étude, un laboratoire pour évolution des galaxies. Mais ce n'est pas pour cela qu'il a été choisi pour cette image. Il a été choisi en raison de sa masse immense. Comme Albert Einstein l'a prédit dans sa théorie de la relativité générale, la masse ne se contente pas d'être dans l'espace. La masse courbe et déforme le tissu même de l'espace-temps. Et la lumière, en voyageant à travers l'univers, doit suivre ces courbes dans l'espace-temps. La masse colossale de SMACS 0723 crée une déformation si profonde de l'espace-temps qu'elle agit comme une lentille. Un télescope cosmique naturel. C'est un phénomène connu sous le nom de lentille gravitationnelle. La lumière d'objets très, très lointains derrière l'amas, des objets dans l'univers extrêmement distant, traverse cette région déformée de l'espace lors de son voyage vers nous. La gravité de l'amas courbe et magnifie cette lumière, faisant paraître ces objets distants plus brillants et plus grands qu'ils ne le seraient autrement. C'est là le génie de la sélection de la cible. En pointant Webb vers cet amas massif, l'équipe scientifique utilisait un télescope naturel pour amplifier la puissance de son télescope technologique. Ils utilisaient l'univers pour regarder l'univers. L'amas lui-même est à environ 4-6 milliards d'années-lumière. Mais la lumière qu'il allait magnifier provenait de beaucoup, beaucoup plus loin. De plus de 13 milliards d'années-lumière. De l'aube du temps. Ainsi,
Alors que l'instrument NIRCam de Webb commençait sa longue exposition, il capturait 2 images en une. Il capturait un portrait saisissant d'un amas de galaxies massifs et proches. Et il capturait une vue magnifiée, déformée et d'une profondeur sans précédent des galaxies primordiales qui se trouvent derrière lui, leur lumière ancienne courbée en arc, et traînée fantastique par la puissance gravitationnelle de l'amas. Laissez vos yeux s'habituer. Laissez Tal, échelle de la chose s'imprégner en vous. Ceci n'est pas une peinture. Ce n'est pas une vue d'artiste. C'est réel. C'est une photographie de notre univers. Presque chaque point de lumière que vous voyez est une galaxie. Pas une étoile. Une galaxie. Abritant des centaines de milliards d'étoiles, et peut-être des billions de mondes. Regardez les couleurs. Les galaxies blanches et dorées brillantes au centre. Ce sont les membres de l'amas, SMACS 0723. Leur lumière est plus ancienne, leurs étoiles plus établies. Ce sont les géants cosmiques du premier plan. Voyez-le, étoile nette à 6 branches. C'est une étoile de premier plan de notre propre Voie lactée. Une intruse cosmique. Ces aigrettes de diffraction sont une signature des miroirs hexagonaux de Webb, un bel artefact du télescope lui-même. Maintenant, regardez plus profondément. Regardez au-delà de l'amas. Les voyez-vous, les fins arcs de lumière, orange et rouge. Les formes étirées, déformées, qui semblent s'enrouler autour du centre de l'image. Celles-ci ne font pas partie de l'amas. Ce sont les fantômes. Ce sont les anciennes. Ce sont des galaxies de l'aube du temps, des galaxies dont la lumière a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. Leur image a été courbée, magnifiée, et étalée à travers le ciel, par la lentille gravitationnelle de l'amas. Nous voyons plusieurs images de la même galaxie lointaine dans certains cas, sa lumière ayant emprunté différents chemins, à travers l'espace-temps déformé. La densité pure est écrasante. Dans cette minuscule parcelle de ciel, plus petite que vous ne pouvez l'imaginer, se trouvent des milliers de mondes, des milliers d'histoires, étendant jusqu'au commencement. Le détail est exquis. Pour la première fois, nous ne voyons pas seulement ces galaxies anciennes comme des taches rouges. Nous pouvons voir de la structure en elles. Nous pouvons voir des nœuds et des amas brillants, qui sont des régions massives de formation d'étoiles. Nous voyons ces galaxies primordiales en plein acte de leur création. Cette image est un témoignage de la lumière et du temps. Chaque photon qui a frappé le détecteur de Webb pour construire ce portrait a commencé son voyage bien avant que notre Terre ne se forme. Bien avant que notre Soleil ne s'allume. Ils ont voyagé à travers un univers en expansion, emportant avec eux l'histoire de leur origine. Et après 13 milliards d'années, leur voyage s'est terminé sur un miroir doré, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Voilà ce qui se cachait dans l'obscurité. Déplaçons-nous maintenant à travers ce panorama cosmique non pas en poète, mais en explorateur. Disséquons ces détails, car en eux se trouvent les trésors scientifiques. Nous commencerons par les objets au premier plan, les membres de l'amas SMACS 0723, et les étoiles de notre propre galaxie qui se trouvent dans la ligne de mire. Les caractéristiques les plus proéminentes sont les étoiles les plus brillantes, comme celles que nous avons notées plus tôt. Vous pouvez en voir plusieurs dispersées à travers l'image. Elles partagent tout le motif caractéristique d'aigrettes de diffraction à 8 branches. Ce motif provient de la manière dont les ondes lumineuses se courbent autour des entretoises qui soutiennent le miroir secondaire de Webb, et des bords de ces segments de miroirs primaires hexagonaux. Bien qu'elles puissent être une distraction, elles sont aussi incroyablement utiles. Elles sont un panneau indicateur, un indicateur clair qu'un objet est une source ponctuelle de lumière au sein de notre propre galaxie. Elles nous permettent de distinguer immédiatement les étoiles proches des galaxies lointaines et résolues. Elles sont la signature de Webb sur son propre travail. Tournons maintenant notre attention vers les galaxies de l'amas lui-même. Elles sont principalement concentrées vers le centre de l'image, là où le potentiel gravitationnel est le plus profond. Regardez la plus grande et la plus brillante galaxie au cœur même du cadre. C'est la galaxie la plus brillante de l'amas, ou BCG. C'est un monstre. Une galaxie elliptique géante, probablement formée par la fusion cannibale de nombreuses galaxies plus petites sur des milliards d'années. Elle contient des billions d'étoiles,
et abrite un trou noir supermassif qui pèse autant que des milliards de nos soleils. Sa lueur diffuse, blanc jaunâtre, nous indique qu'elle est composée principalement de vieilles étoiles. La formation d'étoiles dans cette galaxie a largement cessé. C'est une cité cosmique mature et établie. Autour d'elle se trouvent d'autres membres de l'amas. Vous pouvez voir d'autres galaxies elliptiques, certaines plus petites, d'autres presque aussi grandes que la BCG. Mais vous pouvez aussi voir des galaxies spirales. Regardez attentivement. Voici une belle spirale vue de face. Vous pouvez à peine distinguer ses bras délicats, tracés par la lumière d'eau, étoiles plus jeunes et plus bleues. En voici une autre, vue par la tranche, apparaissant comme une fine tranche de lumière, coupée en deux par une bande de poussière sombre. Étudier ces galaxies d'amas est une science en soi. En analysant leurs couleurs, leurs formes et leur distribution, nous pouvons en apprendre sur la façon dont les galaxies évoluent dans l'environnement dense et à fort trafic d'un amas. Elles sont soumises à des processus que l'on ne trouve pas dans le champ vide. Des processus comme le ram pressure stripping, où une galaxie se déplaçant à travers le gaz chaud intra-amas est dépouillée de son propre gaz de formation d'étoiles, ce qui éteint efficacement sa capacité à former de nouvelles étoiles. Ou le harcèlement galactique, où des passages rapprochés entre galaxies perturbent leur structure. Cette image est un instantané de tous ces processus en action. Mais bien que ces galaxies d'amas soient fascinantes, elles ne sont pour cette observation que la lentille. Elles sont les seconds rôles. Les véritables vedettes de ce spectacle sont les faibles arcs de lumière déformés et rougis qu'elles mettent en évidence. Et pour les comprendre, nous devons maintenant quitter le domaine de la simple observation et nous aventurer dans le monde hallucinant de la gravité d'Einstein. Pour comprendre comment la gravité peut courber la lumière, nous devons abandonner notre intuition quotidienne. Nous devons voyager en arrière d'un peu plus d'un siècle, jusqu'à l'esprit d'Albert Einstein et sa monumentale théorie de la relativité générale. Avant Einstein, notre compréhension de la gravité était dominée par Isaac Newton. Pour Newton, la gravité était une force, une traction invisible entre deux objets massifs. La Terre tire sur la Lune, le Soleil tire sur la Terre. Cette idée a fonctionné à merveille pour expliquer les orbites des planètes et la chute des pommes. Mais elle avait ses limites. Elle ne pouvait pas expliquer certaines anomalies, comme la précession précise de l'orbite de Mercure. Plus important encore, elle ne disait rien sur la nature de l'espace lui-même. Einstein a proposé une idée radicalement différente. Il a suggéré que l'espace et le temps ne sont pas des entités séparées, mais sont tissés ensemble en une seule structure à 4 dimensions qu'il a appelée l'espace-temps. Ce n'est pas une scène vide sur laquelle l'univers se déroule, c'est un participant actif. Et la présence de masse et d'énergie déforme, courbe et déforme ce tissu de l'espace-temps. L'analogie la plus célèbre est celle d'une boule de bowling placée sur un drap tendu. La boule de bowling crée une dépression, une courbe dans le drap. Si vous faites rouler une bille à proximité, elle ne se déplace pas en ligne droite. Sa trajectoire est déviée par la courbe du drap. La bille suit la courbure de l'espace autour de la boule de bowling. Pour Einstein, ce n'est pas une force qui tire la bille vers la boule de bowling. La bille suit simplement le chemin le plus droit possible à travers un espace qui est lui-même courbé. La relativité générale stipule que tout dans l'univers, y compris la lumière, doit suivre ces courbes dans l'espace-temps. La lumière voyage toujours en ligne droite, mais une ligne droite à travers un espace courbé est une courbe. C'est l'une des prédictions les plus étonnantes de la théorie. Einstein a prédit que la lumière des étoiles lointaines passant près du Soleil serait déviée par la gravité du Soleil. Cette prédiction a été confirmée de façon spectaculaire lors d'une éclipse solaire en 1919. Faisant d'Einstein une célébrité mondiale et prouvant que la gravité régit bien la géométrie de l'univers. Ce que nous voyons dans l'image de SMA CS 0723 est ce même principe, mais à une échelle cosmique inimaginable. L'amas de galaxies, avec ses billions d'étoiles et son halo massif de matière noire, est comme une énorme boule de bowling placée dans le tissu de l'univers. Il crée une dépression gravitationnelle profonde et complexe dans l'espace-temps. La lumière des galaxies situées à des milliards d'années-lumière derrière l'amas doit traverser cette région déformée pour nous atteindre. Et ce faisant, sa trajectoire est courbée, focalisée et magnifiée, tout comme la lumière est focalisée par une lentille en verre.
l'amas devient une lentille gravitationnelle. C'est la physique la plus élégante et la plus puissante de l'univers, se manifestant sous la forme d'un télescope naturel plus grand que des milliers de galaxies. Maintenant, avec cette compréhension de la gravité d'Einstein, revenons aux étranges arcs rouges et oranges qui parsèment l'image. Ce ne sont pas des objets courbés. Ce sont des images déformées de galaxies qui sont, en réalité, probablement des spirales ou des elliptiques d'apparence normale. Nous les voyons déformées parce que leur lumière a été soumise au processus de lentille gravitationnelle. Imaginez une petite galaxie située très loin derrière l'amas SMACS 0723. Sa lumière voyage dans toutes les directions. Une partie de cette lumière se dirige directement vers la Terre. La lumière qui passe loin du centre de l'amas n'est que légèrement déviée. Mais la lumière qui passe près du cœur dense de l'amas est fortement courbée. Parce que la distribution de masse dans l'amas n'est pas parfaitement symétrique, la lumière est déformée de manière complexe. Ce processus peut créer de multiples images de la même galaxie. Regardez attentivement, les astronomes ont identifié plusieurs de ces arcs comme étant des images multiples de la même galaxie d'arrière-plan. Nous voyons la même galaxie à plusieurs endroits à la fois, sa lumière ayant emprunté différents chemins autour de la lentille pour nous parvenir. Le degré de distorsion nous en dit long sur la lentille elle-même. Les arcs les plus longs et les plus étirés proviennent de galaxies situées presque directement derrière les parties les plus massives de l'amas. C'est ce qu'on appelle la lentille forte. Si une galaxie était parfaitement alignée derrière une lentille parfaitement symétrique, sa lumière serait étirée en un cercle parfait, connu sous le nom d'anneau d'Einstein. Bien qu'il n'y ait pas d'anneau parfait ici, car l'amas n'est pas symétrique, les longs arcs sont des segments de tels anneaux. En étudiant la forme, la position et la luminosité de ces arcs, les astronomes peuvent travailler à rebours. Ils peuvent construire un modèle mathématique de la distribution de masse dans l'amas, qui reproduirait précisément les distorsions observées. C'est l'un des moyens les plus puissants que nous ayons pour cartographier la matière noire. Nous ne pouvons pas voir la matière noire directement, mais nous pouvons la peser en mesurant comment sa gravité courbe la lumière des objets d'arrière-plan. Cette image est donc autant une carte de la matière invisible qu'un portrait de la matière visible. Chaque arc est un puzzle. En le reconstituant, nous apprenons non seulement des choses sur la galaxie lointaine dont il est l'image, mais aussi sur la structure de l'espace-temps lui-même dans cette région de l'univers. Nous suivons littéralement les chemins de photons à travers un paysage gravitationnel sculpté par la matière noire. La lentille gravitationnelle nous montre des objets qui seraient autrement trop faibles pour être vus. Mais comment savons-nous qu'ils sont si anciens? La réponse réside dans leur couleur, et plus précisément, dans un phénomène appelé le décalage cosmologique vers le rouge, ou redshift. Pour le comprendre, commençons par une analogie sonore. Imaginez le son de la sirène d'une ambulance. Lorsqu'elle s'approche de vous, le son est aigu. Lorsqu'elle s'éloigne, le son devient plus grave. C'est l'effet Doppler. Les ondes sonores sont comprimées lorsque la source s'approche, ce qui augmente leur fréquence, sont plus aiguës, et elles sont étirées lorsqu'elles s'éloignent, ce qui diminue leur fréquence, sont plus graves. Le même principe s'applique à la lumière. Si une galaxie s'éloigne de nous, les ondes lumineuses qu'elle émet sont étirées. Une lumière qui a été émise comme bleue, longueur d'onde plus courte, sera étirée vers le rouge, longueur d'onde plus longue. Cependant, dans un contexte cosmologique, la raison de cet étirement est encore plus profonde. Les galaxies ne se déplacent pas simplement à travers l'espace en éloignant de nous. C'est l'espace lui-même qui est en expansion. Depuis le Big Bang, le tissu de l'espace-temps étend. Les galaxies sont comme des points sur la surface d'un ballon que l'on gonfle. Elles ne se déplacent pas sur la surface du ballon, mais à mesure que le ballon se gonfle, la distance entre tous les points augmente. La lumière qui voyage d'une galaxie lointaine à la nôtre traverse cet espace en expansion. Pendant son long voyage, l'onde lumineuse elle-même est étirée par l'expansion cosmique. Plus la lumière a voyagé longtemps, plus l'espace a eu le temps de étendre, et plus l'onde lumineuse a été étirée. C'est le décalage cosmologique vers le rouge. Il est mesuré par un nombre noté, z-band. Un objet avec un z de 0 est ici et maintenant.
Un objet avec un z de 1 nous est vu tel qu'il était lorsque l'univers avait environ 6 milliards d'années. Les arcs déformés dans cette image ont des décalages vers le rouge de 6, 7, 8 et même plus. Un décalage vers le rouge de z égale 8 signifie que nous voyons cette galaxie telle qu'elle était il y a plus de 13 milliards d'années, lorsque l'univers n'avait que 650 millions d'années. C'est pourquoi ces galaxies anciennes apparaissent rouges et oranges dans cette image. Leur lumière, qui a probablement été émise comme une lumière ultraviolette et bleue brillante par de jeunes étoiles chaudes, a été étirée dans la partie infrarouge du spectre. Webb, étant un télescope infrarouge, est parfaitement conçu pour voir cette lumière ancienne et fatiguée. Les couleurs dans cette image ne sont pas seulement esthétiques, elles sont une carte du temps. Le plus rouge un objet est, en général le plus loin il est dans l'espace, et le plus loin il est dans le passé. Nous regardons un voyage dans le temps en couleur. Une image aussi riche n'est pas seulement une œuvre d'art cosmique, c'est un ensemble de données d'une richesse sans précédent. La publication de ce premier champ profond de Webb n'a pas seulement émerveillé le public, elle a déclenché une avalanche d'activités scientifiques. En quelques jours, des dizaines d'articles scientifiques ont été soumis, chacun extrayant une nouvelle pépite de connaissances de ce trésor numérique. Alors qu'avons-nous appris concrètement de cette seule image? Premièrement, elle a fourni une preuve de concept spectaculaire. Elle a démontré que la capacité de Webb à utiliser les lentilles gravitationnelles pour sonder l'univers primitif N n'était pas seulement théorique, mais extraordinairement efficace. Le télescope, en tandem avec l'univers lui-même, fonctionne précisément comme prévu, ouvrant une nouvelle ère d'astronomie par lentille. Deuxièmement, les spectres des galaxies lointaines obtenus par Webb dans ce champ ont fourni les premières mesures détaillées de la composition chimique de l'univers primitif. Les astronomes ont détecté les empreintes digitales de l'oxygène et d'autres éléments lourds dans des galaxies vues à plus de 13 milliards d'années dans le passé. Cela nous donne des informations cruciales sur la première génération des étoiles. Ces éléments lourds sont forgés à l'intérieur des étoiles et dispersés lorsqu'elles meurent. Le fait de les trouver si tôt dans l'histoire cosmique nous aide à contraindre nos modèles sur la rapidité avec laquelle les premières étoiles se sont formées, ont vécu leur vie, et ont enrichi leur galaxie hôte. Troisièmement, la clarté de l'image a permis aux astronomes de voir pour la première fois la structure interne de ces galaxies primordiales. Ce ne sont pas de simples taches. Nous pouvons identifier des amas brillants et compacts en leur sein, qui sont des régions de formation des étoiles intenses. Cela nous indique que même à ce stade précoce, les galaxies N n'étaient pas des entités homogènes, mais des systèmes complexes et structurés. La formation des galaxies semble être un processus plus rapide et plus complexe que ce que nos modèles les plus simples avaient suggéré. Enfin, en modélisant la lentille, nous avons obtenu l'une des cartes les plus détaillées jamais réalisées de la distribution de la matière noire dans un amas de galaxies. Cette carte nous aide à tester les théories sur la nature de la matière noire elle-même. Est-elle vraiment froide? Se comporte-t-elle comme nos simulations le prédisent? Chaque arc déformé est un point de données qui affine notre compréhension de cette composante invisible mais dominante de notre cosmos. Cette seule image a fait progresser de multiples domaines de l'astrophysique simultanément, de la cosmologie à l'INAN, évolution des galaxies en passant par la physique des particules. Une grande découverte en science n'est pas celle qui fournit toutes les réponses, mais celle qui mène à des questions meilleures et plus profondes. Et cette seule image du télescope spatial James Webb a ouvert un flot de nouvelles questions, de nouveaux mystères, qui animeront l'astronomie pendant des décennies. Les galaxies lointaines révélées dans cette image, magnifiées par la lentille cosmique, semblent être plus brillantes, plus nombreuses et plus structurées que ce que nos modèles cosmologiques standards prédisaient. Le modèle lambda CDM, notre théorie directrice de l'univers, anticipait une aube cosmique beaucoup plus primitive et chaotique. Mais Webb nous montre des galaxies qui semblent étonnamment matures, même à cette époque incroyablement précoce. Pourquoi? Est-ce que cela signifie que les étoiles se formaient de manière beaucoup plus efficace dans l'univers primitif que nous ne le pensions? Ou cela suggère-t-il quelque chose de plus fondamental? Une faille dans notre compréhension de la façon dont la matière noire s'agglomère pour former les premiers halos galactiques?
Cette seule image a ajouté de nouvelles preuves puissantes au sentiment croissant de tension au sein de la cosmologie, le sentiment que notre modèle standard, bien qu'incroyablement réussi, est peut-être incomplet. De plus, en analysant les spectres de ces galaxies anciennes, nous pouvons commencer à sonder l'IS-L, ère de la rayonisation cosmique. C était la période où la lumière des premières étoiles a consumé le brouillard d'hydrogène neutre, qui remplissait l'univers après le Big Bang, le rendant transparent. Les détails sur comment et quand cela s'est produit sont l'une des plus grandes questions ouvertes en cosmologie. Chaque galaxie ancienne dans cette image est un point de données, une piqûre de lumière nous aidant à cartographier cette grande transformation. Et qu'en est-il de la lentille elle-même ? La manière précise dont la lumière d'arrière-plan est déformée nous donne une carte d'une précision sans précédent de la distribution de la masse dans l'amas SMACS 0723. Cela nous permet de cartographier la matière noire invisible, avec une précision stupéfiante. Et ces cartes ne correspondent pas toujours parfaitement à nos simulations. L'univers, semble-t-il, est toujours plus complexe et plus subtil que nos modèles. Cette image n'est pas un point final, c'est une ligne de départ. C'est une carte au trésor, remplie de centaines de cibles pour de futures études plus approfondies. Chaque arc lentillé est une galaxie primordiale que les astronomes vont maintenant cibler avec les spectrographes de Webb pendant des heures, pour disséquer sa lumière et lire son histoire chimique. On nous a donné une nouvelle fenêtre, magnifiée, sur le commencement du temps, et nous n'avons fait que commencer à regarder à travers. Nous avons passé 3 heures à voyager à travers une seule photographie. Nous avons parcouru des milliards d'années-lumière, et des milliards d'années. Nous avons exploré la nature de l'espace, la courbure du temps et la lumière fantomatique de la création. Nous avons vu comment un télescope construit par des mains humaines, combiné à une lentille forgée par l'univers lui-même, peut nous montrer nos propres origines cosmiques. Nous avons regardé au cœur de l'obscurité et l'avons trouvée grouillante de lumière. Après ce long et hallucinant voyage, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette image, c'est celle-ci. L'univers n'est pas seulement une scène passive sur laquelle se déroulent les événements. Il est un participant actif à sa propre observation. L'immense gravité d'un amas de galaxies, une force qui peut maintenir 1 millier de galaxies dans son étreinte, peut aussi doucement courber la lumière de l'aube du temps, et la livrer, magnifiée et éclaircie, à nos télescopes. L'univers fournit ses propres lentilles, nous invitant à voir sa propre naissance. Ce même pouvoir de voir l'invisible, d'utiliser un phénomène cosmique pour en révéler un autre, est aussi la manière dont Webb nous a montré le processus intime de la construction de mondes. Il a sondé les berceaux poussiéreux où de nouvelles étoiles et planètes sont assemblées en ce moment même. Pour voir comment un nouveau système solaire prend sa première inspiration, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.